Sur la place de la gare, cabriolets et voitures à bancs attendent patiemment l'arrivée du train et de ses voyageurs. À gauche de la gare, un hôtel-café et buffet de la gare s'y installe pour le confort des voyageurs. Commencée en 1872, la construction de la voie ferrée de Saint-Just à Cambrai rencontre de grosses difficultés techniques pour le franchissement de la Somme. Les travaux de remblai dans les marais sont beaucoup plus longs que prévu. Le 1er septembre 1873 est mis en service le tronçon Montdidier-Péronne. La gare de Péronne se situe alors loin du centre, à la Chapelette. La voilà la gare de la Chapelette, près du pont du chemin de fer enjambant le canal. Mais les rails à travers la Somme ne sont toujours pas posés. Le 1er octobre 1873, la section Épehy-Péronne, toujours sans la traversée de la Somme, est réalisée. La gare principale étant maintenant Péronne-Flamicourt. Le 25 juillet 1875, c'est l'ouverture du tronçon Saint-Just-Montdidier. Enfin, le 16 novembre 1876, Épehy-Cambrai. Péronne-Flamicourt, 2 minutes d'arrêt. Fin 1876, la ligne arrive à Péronne-Flamicourt. Après avoir enfin franchi la Somme, elle relie maintenant Saint-Just en chaussée à Cambrai. Tiré par une locomotive, crachant, suant, fumée et vapeur, le train de Paris par Saint-Just peut déverser son flot de voyageurs dans la toute nouvelle gare de Péronne-Flamicourt, après avoir fait une halte à Péronne-la-Chapelette. L'avenue de la gare, toute neuve, reliant la tout aussi nouvelle porte de Flamicourt, est tracée à cette occasion. Alfred Rey en fera un dessin. À droite, derrière les arbres, nous distinguons la porte de Flamicourt. Avec l'augmentation du trafic, le doublement de la voie ferrée s'impose et sera réalisé en 1909. Une nouvelle gare bien plus grande est alors construite à cette occasion. Cette nouvelle gare sera mise en service en septembre 1910 et inaugurée le 16 juin 1911. Au-dessus de la verrière sera apposé chemin de fer du Nord. Le personnage en haut de l'échelle, assis sur le châssis, vient d'en terminer l'inscription. La gare, côté voie ferrée. Voyageurs attendant le train. Déchargée du train à la gare de Péronne, une énorme chaudière à vapeur est emmenée jusqu'à la sucrerie par un impressionnant attelage de bœufs. Alfred Rey nous offre une vue générale de Péronne, prise du chemin de fer. Ce que découvre le voyageur en sortant de la salle des pas perdus. Pour éviter tout accident, un passage à niveau gardé a été installé côté Flamicourt. Tout contre se trouve le café Gilles débitant. Du passage à niveau, si nous nous retournons, nous voyons les étangs, l'avenue de la gare et l'arrière du café Vignon. Avec la nouvelle gare, de nouvelles constructions bordent l'avenue de la gare. Après la buvette Saveuse, sur la droite, nous voyons la buvette du Nord. Sur la gauche, le café Vignon.
Du haut des remparts du sud-est, voici la vue vers la gare de marchandises. Les vieilles rues. La rue des Vierges monte de la rue Mollerue vers la place Saint-Furcy. La montagne de Brûle part de l'intersection des rues du Collège, des Bouchers, Épuchotte, pour atteindre les rues des Chanoines et des Ursulines. Butant contre le rempart du sud-est, la rue Puchotte rejoint le bas de la montagne de Brûle. De là, sur la hauteur, on voit la chapelle du pensionnat des Oblates. Du coin de la rue Puchotte, nous gagnons la rue des Bouchers. C'est dans cette rue qu'au Moyen-Âge, les chevillards sacrifiaient leurs bêtes pour les vendre à des bouchers détaillants. Délimitée sur sa gauche par les remparts de Philippe-Auguste, au pied du castrum, la rue du Collège est l'une des plus vieilles rues de la ville. Elle s'appelait rue Péronnelle avant 1752. Certains textes anciens précisent qu'on l'appelait rue des Étuves au Moyen-Âge, en raison d'établissements de bains qu'il abordait, maisons de bains chauds certes, mais aussi de rendez-vous galants. La rue des Grands Carreaux est ainsi nommée en raison de la taille de ces grands pavés. Au premier tournant à droite, la rue des Petits Carreaux mène au carrefour des Minimes et à la rue des Chanoines. À proximité de la fontaine Saint-Furcy, si vous montez de la rue Saint-Quentin-Capelle vers la place Saint-Furcy, faites très attention de ne pas vous tordre la cheville sur ces grands carreaux bombés et mal équarris de cette rue pittoresque. Le débit de Boisson-Verrier est adossé à la place Saint-Furcy, formé par l'intersection de la rue du Noir-Lion et de la rue Saint-Furcy. Devant ce débit de Boisson, on peut observer une pompe à bras, signalée là, depuis des temps immémoriaux. Alfred Ray en fera un dessin. Nous y voyons devant la rue de la Maîtrise le magasin d'artillerie pavoisé du drapeau français. En nous retournant, nous dominons le bas de la rue Saint-Furcy. Devant le marchand de meubles Roussel, à droite, la rue du Moulinet. Ce nom, rue du Moulinet, vient du siège de 1536, où pour pallier à la déficience des grands moulins, qui ne pouvaient fonctionner normalement suite à la trahison du meunier de Balzès, on avait installé dans l'impasse de cette rue un moulin à bras. C'est dans une maison de cette rue Saint-Furcy qu'est né le 26 février 1882 Pierre du Marché, plus connu sous le pseudonyme de Pierre Macorlan, auteur entre autres de Le Quai des Brumes. Beaucoup d'animations dans la rue Saint-Furcy. Sur la droite, le dépôt du journal Le Petit Parisien. Sur la gauche, l'enseigne d'une épicerie. Le tournant de la rue Saint-Furcy débouchant à la maison d'Abeau, tout comme le goulot de la porte de Bretagne, sont des lieux où les embarras de circulation sont très importants. Il est très difficile pour deux lourds chariots de se croiser à ces endroits. Proche du château, à l'intersection des rues Mollerue et du Noir-Lion, la place d'Estourmel, nom d'un des défenseurs de la ville lors du siège de 1536, s'appelait jadis place du marché au port. La porte Saint-Nicolas, vue de la place du marché aux poissons. La rue Saint-Nicolas. La rue du Gladimont. L'étroite rue du Gladimont
doit son nom au fait que les condamnés venant des prisons du château, pour se rendre sur leur lieu de sentence en face de l'hôtel de ville, montaient cette rue accompagnés par le son du glas. Gladimont, venant de Mont du Glas. Cette partie de l'hôtel de ville était par le passé, avant 1866, utilisée comme bailliage. On peut encore en observer son porche d'entrée. Celui-ci est surmonté de la statue de Thémis, symbole du droit et de la justice. L'entrée principale de l'hôtel de ville se trouve entre les colonnes doriques. Au fond, nous voyons le quartier Saint-Sauveur. Vue du quartier Saint-Sauveur côté sud. Le quartier Saint-Sauveur s'est établi autour de l'ancienne église Saint-Sauveur, dont il ne subsiste plus de traces. Vue du quartier Saint-Sauveur côté nord. L'ancienne porte Saint-Sauveur, au fond, est fermée depuis 1610 et ne sera rouverte qu'en 1903. Zoom sur l'emplacement de l'ancienne porte Saint-Sauveur. Les arbres au-dessus de la muraille du bastion de Vendôme nous situent où se trouvait jadis cette porte. C'est à l'emplacement de cette maison qu'il y avait, avant la Révolution, la petite église Saint-Sauveur. C'est maintenant là qu'exerce le docteur Decaux, vétérinaire. Lors de la guerre 14-18, le docteur Decaux sera l'inventeur du masque à gaz pour les chevaux. Ici, à Péronne, avec son assistant, il soigne un cheval. En 1904, la percée Saint-Sauveur est réalisée. La muraille reliant la porte de Bretagne au bastion de Vendôme est abattue. La route, menant au faubourg de Bretagne, passe maintenant en ligne droite. Autre vue très animée de la rue Saint-Sauveur. Le quartier Saint-Sauveur, vu de la porte de Bretagne. Sur le devant à gauche, la quincaillerie passé Lobé est une très ancienne enseigne. À gauche de la devanture passé Lobé, de l'autre côté de la rue Beaubois, se trouve l'estaminet de la porte de Bretagne, puis la fameuse porte de Bretagne. Un peu plus à gauche, nous y trouvons la maison Gourdin, ferblantier. Enfin, la boutique Légionnet, bottier. Du même endroit, carte postale artistique de la belle époque. Ce promeneur ou piéton au milieu de la rue Saint-Sauveur, appelé couramment place Saint-Sauveur tellement la chaussée est large, ne sera pas bousculé par l'automobile. Elles sont peu nombreuses à Péronne, et le teuf-teuf s'entend de loin. Il pourra admirer sans danger la maison de style Louis XVI. La voilà, la maison Louis XVI. Admirez sa façade caractéristique. C'est la propriété de Monsieur Griche, juge. Qui sait? Peut-être est-il devant l'entrée, parmi les trois personnages. Au 26 de la rue Saint-Sauveur, à l'angle de la rue Béranger, la maison L'Aîné, buvette et débit de tabac, vend aussi de l'épicerie. Avant 1911, le bureau de la caisse d'épargne se trouvait tout à côté, au 3 de la rue Béranger. La rue Béranger, vue de la porte de Flamicourt intérieure. Sur la droite, présente à toutes les portes, le bureau de l'octroi est un passage obligé pour les voituriers qui circulent en ville. À côté de l'octroi, nous voyons l'école des garçons.
Dans le prolongement septentrional de la rue Béranger, la rue Porte du Nord accueille en 1909 la Banque de France. La rue Porte du Nord est prolongée jusqu'au Quinconce. La Caisse d'épargne et les 3 rue Béranger déménagent dans cette rue, à côté de la Banque de France. Le nouveau bâtiment sera inauguré le 30 juillet 1911. Au frontispice sont gravés ces mots: République française, travail, ordre, prévoyance. Entrée de la Banque de France au numéro 3 de la rue de la Caisse d'épargne. Eh oui, c'est vrai. Dès que la Caisse d'épargne s'installe rue Porte du Nord, on débâtit cette voie pour la renommer rue de la Caisse d'épargne. Il faut aussi dire qu'à l'époque, la Caisse d'épargne était une institution semi-communale. Avenue de la Caisse d'épargne ou avenue du Quinconce? La rue de la Caisse d'épargne est tout en bas. Son prolongement, appelé sur cette carte avenue de la Caisse d'épargne, sera baptisé avenue du Quinconce. Plus tard, le nom changera encore. Vue générale côté nord. L'avenue du Quinconce est sur le devant. Ici, l'école libre, Saint-Jean. Caisse d'épargne et Banque de France, vue de l'école libre Saint-Jean, bâtie à l'emplacement de l'ancien bastion Richelieu, déjà disparu en 1911. Au numéro 2 de la rue de la Caisse d'épargne, voici le Café moderne de Léon Brice. À sa gauche, une automobile attend son chauffeur. Attaché place Saint-Sauveur, pendant l'absence prolongée de son cocher, un cheval piaffe d'impatience. Accoudés au comptoir du débit de boissons, tout en refaisant le monde, chauffeur et cocher savourent bruyamment leur absinthe. Lequel des 2 joyeux compères va pouvoir rentrer à son domicile en toute sécurité? Le cocher, c'est sûr. Son cheval sobre connaît le chemin. Il ne titube pas, et malgré ses œillères, voit pour son maître. Autre vue du quartier Saint-Sauveur. Regard vers l'est. Au coin de la rue de la Caisse d'épargne, le Café moderne. Regard vers l'ouest. Dans le lointain, le clocher de l'église et le campanile de l'hôtel de ville. Au 12 de la rue Saint-Sauveur, la vendeuse est devant la porte de l'imprimerie Papeterie Lecule. À droite, au 10, nous distinguons la pharmacie Bourgeois. Au 8, la maison Brouette, Ferblantier. À droite du numéro 6, l'étroite entrée de la rue du Sac. Après la rue du Sac, nous trouvons le magasin à l'hôtel de ville, maison Lemaire, chemisier tailleur, puis le comptoir du Nord, maison Bédélin, mode, broderie, et enfin à l'amiral Courbet, vêtements. Sur le trottoir d'en face, au 17, Brice, carrossier. Un exemplaire de voiture produite par cette maison est exposé devant l'atelier. Au 13, le café de l'Union. Au 11, l'épicerie de Vaux. Au fond, adossé à l'hôtel de ville, nous voyons le bureau de poste.
Située entre le bureau de poste et l'épicerie de Vaux, la rue du Pan permettait l'accès au bastion Richelieu par la Porte Neuve, avant que ces deux derniers ne soient démantelés. Carillonnent les cloches de l'église Saint-Jean-Baptiste, le mariage de mes grands-parents, Oscar Boudou et Lucienne Richy, le 14 avril 1913. Le cortège de la noce sort de l'église, traverse la grande place pour se rendre en face à la maison Douchet, fondée en 1837. Les jeunes époux sont d'abord passés dans la salle des mariages de l'hôtel de ville, devant le maire Charles Boulanger, avant de rejoindre l'église où les attendait l'archiprêtre Caron. Vue d'une fenêtre de l'hôtel de ville, attelage et figurant pose pour une photographie artistique de la grande place. Souvenir du concours de musique à Péronne, le 2 juin 1895. La grande place est noire de monde. La fête se clôturera par l'envol du ballon. Depuis l'inauguration de sa statue en 1897, une fête en l'honneur de Marie Fouret est célébrée chaque année. En 1903, la fête a lieu le 24 février. Annoncés par des salves d'artillerie, les différents cortèges, historiques, civils et religieux, se rejoignent devant la statue de l'héroïne pour commémorer les exploits de notre vaillante péronnaise. En passant sur la grande place, les fifres et les tambours du cortège historique nous enchantent de leur musique aigrelette. Une foule immense attend le cortège place Marie Fouret et célèbre dans la liesse la levée du siège de 1536, la victoire sur les impériaux de Charles Quint, commandée par Henri de Nassau. Les valeureux défenseurs, le maréchal de Lamarque, Sarcus, Cesval, Humière, Damartin, Destourmel, les arbalétriers, gueux et bonnes gens, tous en costume d'époque, défilent avec armes et blasons. Saint-Furcy, sur un char tiré par des bœufs blancs, précédé des chanoines, bénit la procession et remercie le Tout-Puissant. Marie Fouret, l'héroïne du siège, est la reine de la cérémonie. La fanfare La Péronnaise exécutera tout le long du parcours les hymnes les plus joyeux. Les concours hippiques sont organisés très tôt à Péronne. Ici, un cavalier franchit avec brio l'obstacle de 1,80 m, admiré par les nombreux spectateurs. La casquette, très populaire, abritant du soleil les trois personnages du devant, est remplacée pour les hommes situés derrière les barrières par des coiffes plus mondaines, Panama, canotier, etc. Quant aux femmes, peu nombreuses encore au concours hippique de Péronne, le chapeau magnifique est tout simplement distingué. Pour le concours hippique du 5 juillet 1914, il me reste un ticket d'entrée, valable pour les tribunes. Le voulez-vous ? Sur la grande place, le club athlétique et sportif de Péronne exécute une démonstration brillante et musclée de barre fixe. Une foule nombreuse admire les sportifs. Une course cycliste
sur l'ancien vélodrome en 1893. Toujours du sport, mai 1911. Partie de football au vélodrome du Quinconce. La course d'auto, le circuit belge. L'automobile en France n'en est qu'à ses premiers tours de roue. À Péronne, protégées du soleil par leurs ombrelles et grands chapeaux, les admiratrices se pressent déjà autour des bolides et des demi-dieux qui les conduisent. C'est la belle époque.